Les Mystères du Cachot, on se retrouve ici au Palais. Salut Cyril, nouveau lieu, nouveau cadre. Bonsoir Eric, ouais, nouveau lieu, nouveau cadre, nouvelles énergies et plein de bons moments qu'on va passer ensemble. Bon, ce soir, c'est pas un miracle, c'est Mike qui est à côté de moi. Je vais me tourner vers lui tout à l'heure. On va toujours parler finalement d'OVNI. C'est un des sujets phares qui nous préoccupe. Tout à fait, ouais, avec un vaste sujet puisque il s'agit de la vague 1850 à 1954, donc où Mike Aldebaran est un spécialiste. Justement, je me tourne vers toi, Mike, parce que Cyril nous fait l'introduction. C'est vrai que dès qu'on parle, on va dire d'OVNI, d'objets volants non identifiés, on est plutôt avec quelques repères. C'est vrai que Roswell a été finalement le sacre, j'irais, de la presse en tout cas, puisque c'est là où d'un seul coup la médiatisation s'est emballée. On ne cesse aujourd'hui d'avoir des acteurs comme ça qui finalement viennent crever l'écran pour nous parler toujours d'OVNI, mais on se penche que très rarement finalement sur notre passé et sur finalement des observations, des contacts, peut-être même des échanges qui ont pu se faire. Toi, tu t'es spécialisé justement dans ces analyses. Oui, ouais. C'est vrai, du passé aussi, mais par rapport aussi au travail de Jacques Vallée, oui. Donc Passepartout Magonia, qui est traduit aussi sous le titre justement Chroniques d'apparitions extraterrestres. Exactement, la collection L'Aventure mystérieuse, j'ai lu. Ouais. 1969, oui. Mais on peut remonter aussi bien à Charles Fort, le livre des damnés, 1919, ou à d'autres livres plus anciens qui évoquaient déjà ce genre de choses. C'est vrai que Charles Fort, un des écrivains américains, mais sur l'intermédiarité, c'est quelqu'un qui a toujours pris, je dirais, le poids de la balance, comme on dit. C'est vrai. Ouais. Et même le Matin des magiciens, finalement, c'est le réalisme magique en 1960. Powell et Berger, qui évoquent tous ces phénomènes-là. Alors moi, je remonte, c'est vrai, à partir des vagues de 1897, la vague des dirigeables fantômes qui a eu lieu dans le Midwest américain. Donc c'est vrai que c'est une période particulière parce que c'est le départ du Zeppelin, des premiers dirigeables, sauf que le phénomène agit en mimétisme d'un phénomène réel. Il faut savoir que Jules Verne a écrit Robert le Conquérant en 1886, 10 ans avant, comme s'il avait été visionnaire. Alors justement, ces premières observations, parce que c'est vrai que quand on observe aujourd'hui notre actualité, à chaque fois qu'on parle d'OVNI, il y a toujours une forme de mimétisme. Oui. On a vu, tu parlais forcément de ballons, les ballons, il y a toute une technologie, même militaire, qui a perduré et qui dure encore aujourd'hui sur, je dirais, l'art de se mouvoir avec les ballons. Pour autant, on a connu les soucoupes Tollet-Boulon. Maintenant, on est plutôt dans des choses plus vaporeuses, vais-je dire. Est-ce qu'on n'aurait pas comme ça un miroir qui serait plutôt le reflet de notre imagination, le reflet finalement d'une interprétation humaine, plus qu'une réalité d'OVNI? Je me pose la question des fois. En fait, il y a plusieurs phases d'accroche. Par exemple, pour la vague de 1897. Ouais. Parce que sur quoi on s'appuie? Les témoignages, il ne s'agissait pas de petits gris, il s'agissait de pilotes qui avaient l'air de fermiers, de farmers, tout à fait comme nous. Donc ça, c'est une première phase d'accroche où ils font semblant d'avoir des pannes. Le coup de la panne était déjà en 1897. Ouais. Ils se présentaient, ils demandaient des fois de l'huile de sulfate, ils demandaient de l'eau du puits. Ça rappelle tout à fait des légendes anciennes aussi, ou des cas comme Joe Simonton en 61, Eagle River, où justement il y a ces phénomènes d'échange. Par exemple, on demande de l'eau et en échange, on demande une réparation. Il y a ce genre de choses-là. Et dans les années 50, apparaît ce phénomène d'effet vitrine, c'est-à-dire l'effet de cueillette. On a l'impression qu'ils sont en train de ramasser des plantes, ils sont en train il y a toute cette phase-là qui dure avec des gros boutons, et on est dans Tollet-Boulon, mais c'est volontaire de la part du phénomène qui est mimétique. Ça, c'est ce qu'explique bien Pierre Viroudi et Eric Zurcher aussi, dans des livres qui ont fait date, en fait, dans les années 70, puisqu'ils mettent en avant ce côté mimétique du phénomène. Alors justement, aujourd'hui sur toutes tes analyses, elles sont liées, alors je dirais au fruit des archives, bien évidemment, mais aussi finalement d'une enquête qui s'est émaillée pour s'efforcer de fil en aiguille à trouver, j'allais dire, une réalité, à trouver finalement une histoire qui puisse être tangible. Le problème dans ces choses-là, c'est que ces hypothèses-là de travail
font vite passer pour du socio-psychologique, et de fait, certains sceptiques ou zététiciens pourraient dire dessus, ah mais ça n'existe pas, ou Bertrand Meust évoque ça justement, ah ben ça n'existe pas, sauf que comment expliquer qu'il y ait quand même des traces au sol. Dans les années 50, il y a des traces au sol, il y a beaucoup de phénomènes de cas diurnes. C'est la première phase d'approche. Ensuite, ça devient nocturne, beaucoup plus à partir des années 60. Et les traces au sol, il n'y en a plus. Et maintenant, il devient vaporeux. Comme vous l'expliquez, il devient vaporeux, il devient évanescent, comme la technologie actuelle. Il se réfère à nos technologies du moment aussi. Il s'adapte à la technologie du moment. Alors sur ce siècle d'observation, on peut vraiment se baser sur un échange, une logique de contact. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait finalement une matérialisation, on pouvait peut-être penser qu'il y avait aussi avec les gouvernements en place des tractations. Est-ce qu'on a finalement, de par lecture de ce passé, de nos archives, des témoignages, l'idée que au-delà du paysan qui est côtoyé dans sa logique de contact, mais il y a une volonté plus marquée finalement de s'affranchir avec les gouvernements pour œuvrer, alors dans un sens ou un autre, que sais-je? Possiblement. Ouais. Possiblement, il y a pu y avoir des contacts. On voit que par exemple, les technologies anciennes allemandes des frères Horton, jusqu'aux technologies Vril, etc. On se demande d'où ça vient. Pourquoi ils étaient si en avance? Pourquoi les Zeppelins? Pourquoi toutes ces choses-là? Donc forcément, il y a de la part du phénomène peut-être un contact, mais il y a aussi un contact par rapport au mimétisme de peur. Par exemple, il y a eu une centaine de cas de la vague, par exemple des fusées de Suède en 1946, l'été 46. Il y a eu une centaine de cas de fusées qui sont tombées dans des lacs. Il n'y a jamais eu de preuves, il y a eu des recherches, on n'a jamais rien trouvé. Et c'était en rapport avec la peur du moment, qui était les V2. C'est vrai. Donc il y a plusieurs phases. Il y a des faux avions, toute une vague de faux avions en Norvège dans les années 30. On a une phase des fausses fusées en 1909. On a vu un faux débarquement. Voilà, le premier cas en France, un des premiers cas connus, c'est 1930, c'est Montréal-Ardèche, où là le témoin voit une fusée de 12 mètres de haut. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Ou un autre cas, c'est Abbiate Guazzone, en 1950, c'est en Italie, où le témoin est sidérurgiste et il voit le phénomène de soudeur en face de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que le phénomène agit en mimétisme du métier du témoin. Et souvent, alors ça, c'était beaucoup décrié par l'ufologie classique. Certainement. Alors, je suis toujours, et je vais dire sur Mike, sur le livre que tu as amené, parce que on va s'en sortir. Il est signé Jacques Vallée. Ouais. Alors, on a affaire à un Français qui a forcément fait son histoire sur un travail sur le sol américain, essentiellement. Mais pourquoi finalement ce livre? Parce que tu l'as apporté, tu nous l'as montré, et peut-être une pierre angulaire finalement dans tes travaux. Oui, je ne sais pas, peut-être, oui. Pour moi, il a été visionnaire. Maintenant, il est dans d'autres choses, il est dans Trinity, mais pour moi, ce livre-là est fondateur, 1969, parce qu'il voit ce que les autres n'ont pas vu. Il a vu certaines choses par rapport au phénomène, justement en montrant le lien avec le folklore occidental, des choses qui n'ont pas été vues par d'autres ufologues. Alors, il a été très décrié, débunké, il y a eu une chasse aux sorcières même à un moment donné. Maintenant, il a été un peu réhabilité, mais il y a eu des soucis quand même à l'époque, comme Pierre Biroudi, qui a vraiment un procès d'intention. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2023, enfin c'est dans quelques semaines, on est toujours, je dirais, sous le feu finalement de contre-vérité ou de vrais mensonges. Pas toujours facile entre l'un et l'autre finalement d'établir un chemin de route de connaissances. Pour autant, notre technologie s'est quand même largement démocratisée. Ça veut dire que nous pouvons, nous observateurs, peut-être mémoriser par le biais de nos outils téléphoniques des vidéos, des prises de son. On n'en reste pas moins aujourd'hui dans l'attente, puisque aucune révélation tangible, je pense à cette heure, est encore tombée. Aucun contact marqué a été annoncé. Le rapport Condon, il explique tout. Oui, Blue Book aussi. Blue Book, oui, mais on reste, oui, parce qu'on reste quand même un petit peu sur notre on reste sur notre fin tout le temps. Il n'y a pas un cycle qui ne finit pas où finalement on revient au début. Parce que sur le Zeppelin, sur tes observations, on a des fractures technologiques dans l'évolution des 2 derniers siècles à travers notre société. Si on remonte finalement à cette anthropologie liée à la vapeur, donc première démarche d'énergie. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on évoquait un carrefour fin du 19e, Tesla aussi, puisque c'est un homme qui a été, je dirais, tué dans l'œuf, même si il a perduré, on l'a pas tué au sens physique, mais on l'a tué au sens technologique. Pour autant, finalement, cette science
je veux dire extraterrestres, j'aime pas trop toujours ce terme-là, mais en tout cas non identifiés, auraient pu faciliter à un moment ou un autre sur notre humanité des sciences qui auraient quand même valorisé, favorisé, je dirais une accélération plutôt positive. On n'est pas quand même sur un constat où on peut se satisfaire de notre planète. Donc s'il y avait des échanges, on se pose toujours la question, ils sont là, mais pourquoi, comment et avec qui? Et on n'a pas de réponse, une énième fois. Moi, je pense ils ont toujours été là, plus ou moins, pour observer. Soit en termes d'observation, soit, comme l'évoque Jacques Vallée dans justement, le système de contrôle, le collège invisible. Oui, enfin, j'ai pas le sentiment que ça compte. Ouais. Mais pour eux, peut-être le temps n'est pas le même. On est dans un temps du temps, quoi. Oui. On est dans autre chose. Où ils se marrent beaucoup. C'est sûr. C'est ce qui explique aussi l'hyperphysique de Philippe Guillemont, qui explique bien ça aussi, justement, que le temps n'est pas le même. Par exemple, dans les folklores anciens, quelqu'un est enlevé, et puis il réapparaît un siècle après, sauf que là, c'est plusieurs heures après, plusieurs jours après, sur certains cas. Yann Camille parle de ça, par exemple, sur certains cas de disparition. On se rend bien compte que le fait, on est englobé dans quelque chose d'autre, dans un inconscient, dans un phénomène qui se joue de nous. On dit, lorsqu'on prend des contes d'une grande mythologie, je sais pas si ça te parle, il y avait un dieu, Ramos, et finalement celui-ci fut parti à l'est, son frère Cuchulainn parti à l'ouest, donc développant finalement tout un ensemble de civilisations. C'est vrai que nous, sur cette syllabe Ram, on a Hiram, on a Ramsès, on a Abraham, on a un ensemble de rames jusqu'à la rame technologique, puisque c'est notre outil de mémoire, la rame. Tu vois, on peut s'étonner aussi que certaines puces ressemblent à des temples et que nous codons en 8, ce qui est pas le code le plus innocent. Ça serait quelque chose qui construit finalement un fil conducteur qui nous ferait penser à ce qu'on puisse être dirigé, à ce qu'il y ait une main plus céleste, à défaut d'être extraterrestre. C'est peut-être volontaire, mais il y a aussi Proté, qui est protéiforme. C'est le dieu qui s'amuse en fait à justement à nous faire croire à certaines choses. Par exemple, le cas des contactés des années 50, que ce soit Billy Mayer, Adamski, John Watts, ils ont tous été en contact avec des entités qui avaient des noms babyloniens, de la lignée de Cham. Orton est cité, Orton qui était l'entité qui était en contact entre guillemets avec Adamski. Eh bien, c'est cité dans Colin de Plancy, le Dictionnaire infernal, 1814. John Watts, c'était une divinité hindoue, Rama, par exemple. Il y a Astarté, Ashtar. Tous ces noms ont des noms de babyloniens en référence toujours à quelque chose qui vient dans l'inconscient collectif. Un mimétisme à la fois social, psychologique et aussi du moment. De la technologie du moment, du miroir de la mythologie du moment. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ces témoins-là ne connaissaient pas du tout l'histoire babylonienne. Pourquoi on leur sert ça? Il faut se poser ces questions-là. Il y a un cas aussi en Pologne, par exemple, où le témoin, on lui présente, ça s'appelle les diables de Pologne, on lui présente des stalactites noires, et quand on se réfère dans l'ancien substrat des légendes polonaises, eh bien on se rend compte que les démons prenaient des roches noires, ils mangeaient des roches noires par exemple. Donc il y a toujours, les témoins sont en face de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais lorsqu'on revient dans l'environnement social du témoin, ou l'environnement régional ou mythique, mythologique, on va dire, de la région, eh bien on se rend compte qu'il y a un miroir. Le phénomène agit en miroir du témoin, de son métier, de son environnement social. Alors comment bien s'éclairer? Parce que si j'éclaire le miroir de face, ben oui, je me vois. Donc il faut voir derrière le miroir. Pour autant, si on veut commencer à cheminer, c'est pas facile. C'est très complexe. Toi-même, t'as un avis L'avis, c'est que, en fait, je pense qu'on a plus de questions que de réponses. Et qu'on est face à quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est un peu comme, par exemple, quand on voit 2001, à la fin, Odyssée de l'espace, on ne comprend pas vraiment. On ressent, mais on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Ou Solaris, par exemple. Je pense que le phénomène est tellement complexe qu'il nous dépasse complètement.
Alors justement, on aurait des petits clins d'œil, il y a des faux de preuve au travers finalement de bonnes lectures, on vient de l'évoquer, du cinéma, forcément, de la peinture, parce qu'on a aussi certaines peintures qui, si on sait bien les décrypter, nous donnent quelques pistes là encore à interpréter. Comment comment j'allais dire, C'est chrétien. Oui, comment on évolue, je dirais de manière constructive, pas positive mais constructive. Aujourd'hui, pour se forger un avis, pour se dire, finalement, je peux lire Jacques Vallée, je peux lire Bergier, je peux revisiter Jimmy Guilleux, etc. On a eu des acteurs qui ont incarné finalement la parole, en tout cas, essayer de nous sensibiliser. Mais comme je disais, on revient souvent au point de départ et avec toujours cette sensation d'un sac vide. Oui, je sais pas, il y a le travail de Jean-Claude Bourret aussi. Il a évangélisé un peu, mais qui va dire a fait populariser en fait avec France Inter le phénomène OVNI à un grand public. C'est complexe. Moi, je pense qu'il faut lire beaucoup pour comprendre et puis relire aussi les choses dans son contexte. C'est-à-dire justement étudier chaque cas. Parfois, c'est au bout de 100 cas qu'on comprend quelque chose. C'est là qu'on comprend, mais en fait, pourquoi ils se répètent tout le temps de la même façon? C'est toujours les mêmes scénarios. Pourquoi il y a un coup de la panne? Pourquoi les occupants ont l'air de réparer quelque chose? Ils ignorent le témoin. Il y a toute cette phase-là, en fait, qui revient tout le temps. Alors s'il y avait un souhait, parce qu'il y a un moment dans notre vie d'humain, on a un temps à consacrer, une rencontre, ça serait, je dirais, le point d'orgue pour toi? Une rencontre, la rencontre. Oui. Je pense que je me méfierais. Comme il disait, ne croyez pas trop. Il me dit. Ah oui, tu serais du style méfiant. Ouais. Oui, parce que pour moi, il se présenterait selon mes désirs, mes souhaits, ou selon mes peurs. En fait, il se présenterait d'une façon en miroir, puisque c'est ce qu'ils font depuis des siècles. Alors ça viendrait chahuter un petit peu l'ensemble des analyses finalement de travail sur les observations que l'on peut avoir à droite à gauche, parce que tout est biaisé par ce fait. Je pense qu'il y a un scénario. Je pense qu'il y a un scénario de A à Z. Tout est organisé de leur part. Les traces au sol. Il n'y a aucune photo d'OVNI véritablement où on peut. Dire, c'est un OVNI. C'est volontaire. C'est l'élusivité. Il y a un effet dose aussi. C'est l'élusivité. Se montrer, mais en cachant les preuves. On ne peut pas le prouver. On n'arrive pas à le prouver. C'est qu'il y a une raison. Certainement. Là, on peut pas te contredire. Je reviens sur cette idée parce que justement, puisqu'on est sur ce fait de non-preuve, on ne peut que gérer au bon sens du terme colporter des avis, des regards, des histoires, des choses qui tendent vers la preuve également. C'est finalement toi en tant que conférencier aussi, j'allais dire une forme avec beaucoup de guillemets, mais d'évangélisation qu'il faut faire, c'est-à-dire aller porter aussi cette parole pour sensibiliser, éveiller un ensemble de conscience. Disons que ce que je fais, le travail que je fais, c'est de perpétuer, on va dire, un travail qui a déjà été fait, mais qui a été oublié. Complètement. Donc justement, les travails des Vallée, des Urcheurs, des Viaroudi, qui s'est, on va dire, pas arrêté, mais qui a été mis sous le boisseau après les années 70, et maintenant... la plupart sont dans un travail assez tolé-boulon. Et moi, j'ai une vision, on va dire, différente, qui justement met en exergue que le phénomène est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait penser. Il ne s'agit pas juste... des petits gars qui ont fait un écart de route et qui viennent au-dessus de nous. Quoi. Voilà, c'est ce travail de mémoire aussi que je fais, et d'expliquer les cas par cas, et de voir ce qu'il y a en fait derrière. C'est ça qui m'intéresse, et de montrer justement au public que le phénomène est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Dernière question qui amène finalement peut-être des dernières bicétaires, mais il y a eu un phénomène sur notre histoire, c'est-à-dire on nous aurait raconté quelques grands raccourcis où on nous aurait rallongé pas mal de choses. Il y a eu le phénomène ressentisme qui s'est lancé, un phénomène russe repris aussi sur le ressenti, c'est-à-dire que notre histoire aurait été un petit peu bien écrite. Nos premiers livres et muséologie datent finalement à peu près des mêmes époques, après Napoléon en l'occurrence. Pierre d'Ortiguier, ça. Voilà,
Totalement, oui, bien sûr, en France, mais ça vient pas. Est-ce que ça viendrait pas comme, je dirais, cohabiter avec cette idée que on reste dans quelque chose qui nous semble faux, on évolue dans certains ont évoqué le terme de matrice. Je l'aime pas tellement, mais cela dit, il peut, oui, Rock Soccer qu'on salue. Est-ce qu'on n'est pas dans cela, c'est-à-dire que vraiment on évolue alors en tant qu'humain avec un conditionnement, mais que finalement on nous cache. Mais on nous cacherait la pierre philosophale. Certaines élites nous cachent nos véritables origines, ne serait-ce que par les géants. On peut voir les géants par rapport aux géants et l'Atlantide, par rapport à certaines choses. Des entreprises aussi font des recherches, et puis après les mettre sous le boisseau. On voit ce qu'a fait Malraux, on voit ce qu'a fait d'autres personnages plus récents dans Malraux par rapport à Gisors, essentiellement. Par rapport à Gisors, ouais. Ou d'autres recherches qui ont lieu, par exemple à Rennes-le-Château ou d'autres endroits. Bien sûr, oui, voilà. Bien sûr qu'il y a des choses que l'on cache depuis longtemps. Ça, je suis certain. Je pense par exemple à une expédition qu'il y a eu à Los Cayos, c'était le père Crespi, où pendant un an, l'armée équatorienne, accompagnée de Stan Hall, chercheur en Atlantide, et de Neil Armstrong, ceux qui ont été sur la Lune, a fait des recherches pendant un an, et après ils ont dit non, on n'a rien trouvé, alors qu'en fait ils ont pris toutes les artefacts, des plaques en or du père Crespi. Et c'est un exemple parmi d'autres. Il y a des tas de choses qui ont été mises sous le boisseau, enterrées, de manière à ce qu'on ne sache pas. Donc non seulement il y a le phénomène qui lui-même nous cache quelque chose, mais certaines élites aussi le font. Un petit clin d'œil parce que cette histoire que je t'évoquais, il y a eu le phénomène des jésuites à partir de 1600, certaines sociétés secrètes qui ou discrètes qui ont œuvré là encore pour nous éduquer ou nous informer. Je dis ça parce que je me permets parce que sont visibles. Tu portes 2 bagues avec quelques et un pendentif. C'était l'idée, enfin deux à la main droite. J'ai pas vu celle de la main gauche. Il y a quelques symboles en tout cas qui sont présents. Ce sont les symboles pierre philosophale, égyptiens. Non, il n'y a pas de symbole. Alchimiste d'esprit. Voilà, c'est Richard Chanfray. Non, mais c'est important. C'est quoi ça c'est de l'énergie. C'est alchimique. Ouais, c'est important pour toi. Oui, ça m'intéresse beaucoup. L'alchimie m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Ouais. J'ai la chance d'être le petit-fils de Guy Thieux, qui était dans la géophysique, et géophysicien, et qui a travaillé dans tout ce domaine-là, qui était le président de l'Institut Boutard. Donc, je perpétue aussi cette tradition familiale, on va dire. Alors, si on veut découvrir, je dirais ton univers, aujourd'hui, pas de livre? Pas de livre, alors un projet peut-être ou... Oui, peut-être, un livre à venir, on verra. Bon, on le souhaite. J'ai ma chaîne YouTube, donc Mike Aldebert. Voilà, donc là, on va découvrir tout un ensemble de... il y a des rendez-vous. Il y a des tas de choses, en fait, des enquêtes sur des lieux, j'aime bien me balader sur certains lieux. Et je travaille aussi en tant que journaliste à la Gazette de Rennes-le-Château. Très bien. Donc là, je fais des reportages, des interviews de personnalités diverses et variées. Rennes-le-Château, on va pas ouvrir le sujet parce que ça fait déjà plus d'un siècle que ça motive tout un ensemble d'individus. On a, je crois, pas fini de parler de mystère. Je crois que c'est ça qui est intéressant, cher Mike, pour terminer, c'est que voilà, on sait s'auto-énergiser autour de ces questions. On n'aura jamais les solutions, mais Dieu que ça nous fait vivre et ça nous permet de rester enfant très longtemps, je pense. Bien sûr. De croire. Bien sûr. C'est important. C'est important. En revient au réalisme magique. Hein. On est, c'est particulier. Je pense qu'il faut s'émerveiller des choses. Il faut essayer de voir à travers les choses. Il y a un tort du temps, comme le disait Gabriel Carmy. Eh ben, écoute, on essaiera de percer. Il paraît qu'il faut percer pour voir. Hein, c'est la persévérance qui nous guidera dans notre chemin. La langue des oiseaux. Exactement. Merci à toi, cher Mike. Et très belle conférence. Merci beaucoup.